English-speaking people in the room already know what Debian is about. So I think I'm going to do the talk in French. Donc je vais faire la présentation en français. Comme ça, tout le monde pourra comprendre, sera à l'aise. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions pendant ma présentation. Mais avant ça, je veux quand même, de la part de Debian France, remercier Denis qui s'est arraché pendant des semaines et des mois pour qu'on soit là ensemble aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est un succès, il y a du monde dans la salle. Donc, merci Denis. Donc, premier pas dans l'univers de Debian. Donc, la présentation, elle va être en plusieurs parties. On va commencer par qu'est-ce que c'est Debian. Alors, tout n'est pas écrit en bleu comme ça, donc ce sera plus lisible par la suite. Donc, qu'est-ce que c'est Debian, pour qui et comment, par qui et comment on fait Debian, et comment on peut contribuer à Debian, comment on apporte sa pierre à l'édifice. Donc moi je suis développeur Debian, je m'occupe de l'association Debian France, qui est le chapitre français de Debian, donc qui gère une partie des moyens du projet Debian dans le monde, et qui soutient l'organisation d'événements comme cette mini DebConf, ou d'autres événements du type chasse aux bugs, etc. etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Debian? Donc, en une diapo, le logiciel libre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement permettre aux utilisateurs, donc aux personnes qui vont utiliser les logiciels, d'accéder au code source du logiciel, de pouvoir modifier ce code source du logiciel, de pouvoir le redistribuer, et donc de partager avec tout le monde les modifications qu'on fait à un logiciel. Il y a des dizaines et des dizaines de logiciels libres qui fonctionnent très très bien. Dans le monde de l'hébergement web, il y a le système Apache, qui est un serveur web qui est utilisé par des millions de serveurs dans le monde. Beaucoup de monde a Android dans sa poche. Android est un projet de logiciel libre. Firefox, le navigateur web, est un projet de logiciel libre. Dans le monde de l'entreprise, Zimbra est un logiciel libre, etc. etc. Le logiciel libre, ça a été, on va dire que le mouvement du logiciel libre a été lancé dans les années 80, notamment du côté du MIT par Richard Stallman, alors que les logiciels privateurs, donc en fait, dans l'histoire, à l'origine, les logiciels étaient toujours partagés, redistribués, on avait les sources, on partageait des disquettes, des bandes magnétiques pour diffuser les logiciels. Dans les années 80, ça a commencé à se restreindre, à se fermer. Et c'est là vraiment qu'est né en fait, le logiciel libre. Donc les logiciels libres, c'est les fondations de tonnes et des tonnes de services et de produits qui existent dans le monde. C'est, sans logiciel libre, il n'y aurait pas d'Internet aujourd'hui. C'est vraiment un modèle de développement ouvert, dans le sens où le suivi des défauts des logiciels est fait de manière ouverte. Toutes les listes de diffusion, donc toutes les discussions internes au projet, en fait, sont ouvertes et accessibles à tous. Et toutes les publications sont faites au fil de l'eau, de manière publique. Donc les versions alpha et bêta des logiciels sont aussi fournies. Donc tout le monde peut faire des retours à tout instant sur les logiciels. Et donc là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette histoire bizarre de Debian, dont on n'a pas vraiment, dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, Debian, c'est avant tout et au cœur du projet, c'est un projet technique. Donc, c'est construire une distribution Linux, donc un noyau et un ensemble de logiciels qui fonctionnent ensemble, avec succès. C'est je pense, des dizaines de millions d'utilisateurs de Debian ou de versions dérivées de Debian, avec un impact réel sur le monde. Ça, on y reviendra par la suite. Le projet Debian a vraiment diffusé dans le monde de la technologie des idées qui n'étaient pas forcément bien formalisées et qui ont été formalisées par le projet Debian. C'est aussi, et c'est vraiment clé dans la compréhension du projet Debian, un projet philosophique et politique. Debian, c'est
des gens qui se sont réunis pour promouvoir, pour défendre le logiciel libre, et donc pour vraiment faire en sorte que la diffusion des technologies numériques se fasse de manière ouverte, de manière équitable, et vraiment pour avoir un impact sur le plus de monde possible. Et c'est une gigantesque expérience sociale. C'est des milliers de contributeurs qui sont tous bénévoles, même s'il y a des contributeurs qui sont rémunérés pour travailler sur le projet Debian. Il n'y a pas de structure commerciale qui vient donner la direction à prendre dans Debian. Donc là, on a une photo d'une DebConf. Alors c'est une photo un peu ancienne. On a des photos avec beaucoup plus de gens sur les DebConf récentes. Voilà. Et donc tous ces gens-là sont des gens qui construisent le projet Debian. Debian est vraiment au cœur de l'écosystème du logiciel libre. Si on regarde un peu un point de vue historique, donc le projet GNU, qui est une des premières formalisations de la définition de logiciel libre et de système libre, est créé en 1983. Le noyau Linux, Linus Torvalds l'introduit, le jette en pâture au monde en 1991. Et en 1992-93, on a les premières distributions qui se créent, donc les premiers projets dont le but est de vraiment rassembler, en plus du noyau, un ensemble de logiciels cohérents. Et donc on a la création en 1993 de Slackware, de Debian, de Red Hat. Voilà. Et donc Debian est une des premières distributions, une des plus anciennes distributions, à toujours être active aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte qu'en 1998, l'Open Source Initiative, qui est une des plus grosses, une des plus grosses organisations dont le but est de faire la promotion du logiciel libre auprès du monde commercial, auprès des entreprises. Donc OSI, Open Source Initiative, elle est fondée par un ancien chef du projet Debian. Et la définition open source, qui est la définition du logiciel libre selon l'Open Source Initiative, est en fait basée sur la définition que Debian a pris du logiciel libre lors de l'écriture de son contrat social en 1994. Donc vraiment, Debian a eu un rôle de construction et de structuration de la communauté du logiciel libre. Et puis on ne peut pas parler de l'histoire de Debian sans parler de la création d'Ubuntu, qui est, je pense, le projet phare qui est rendre Linux, GNU Linux accessible aux masses. Donc là, le projet Ubuntu a été créé en 2004 en se basant sur Debian. Donc on va en reparler par la suite. Donc juste pour expliquer un peu comment ça marche Debian. En fait, Debian, c'est un truc qui est au centre de l'écosystème. Dans l'écosystème, on a des projets logiciels comme le noyau Linux, l'environnement de bureau GNOME, la suite de logiciels GNU, des langages de programmation comme Objective-Camel. Et on a des utilisateurs, des gens comme vous, comme moi, Alice, Bob, Carole et Dave. Et donc ce que va faire Debian, c'est aller prendre les logiciels, tous les mettre dans un format qui soit compatible les uns avec les autres, s'assurer que les logiciels sont intégrés les uns avec les autres et sont compatibles les uns avec les autres, en faire un système cohérent et le distribuer aux utilisateurs et aux utilisatrices sous forme de paquets qui peuvent être après redistribués, remixés, réintégrés, etc. Et les retours des utilisateurs, alors les personnes qui utilisent Debian peuvent faire leur retour directement à Debian ou peuvent les remonter au projet amont. Et en fait, on va pouvoir se servir de la distribution comme un hub qui va rassembler les retours des utilisatrices, des utilisateurs, et qui va aller les remonter au projet amont. Donc en fait, on a une intégration de logiciels amont, donc on évite que ce soit incompatible. On a une infrastructure pour délivrer ces logiciels et les fournir aux masses. On a une interface unifiée d'installation, de mise à jour et de suppression de logiciels. Donc ça, c'est le gestionnaire de paquets
qui sait installer, qui sait supprimer, qui sait configurer les paquets. Et on a une couche unifiée pour le support utilisateur, qui est notre système de suivi de bugs. Et donc qui permet de faire un intermédiaire unifié entre les projets amont et les personnes qui utilisent la distribution. Donc vraiment, on n'a pas besoin d'aller chercher le logiciel machin sur son site web officiel, et puis aller le logiciel truc le prendre ailleurs, etc., etc. On a une interface unifiée pour tout gérer. On n'a pas besoin d'apprendre comment aller rapporter un problème au projet GNOME. Il suffit de le rapporter à son mainteneur Debian, et après, le mainteneur de paquet peut aller remonter les soucis au projet amont. Et alors, c'est une grande réussite. Voilà, je savais bien que j'avais une slide que j'ai pas mis à jour, donc c'est parfait. Le projet Debian, c'est 25 000, entre 25 et 30 000 projets amont, donc paquets sources, qu'on vient chercher chez les projets amont, soit à peu près entre 50 et 60 000 paquets binaires qui sont utilisables par les utilisateurs. Une douzaine de ports. Donc les ports, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est pouvoir faire fonctionner Debian sous différentes architectures, sur mon ordinateur portable, sur mon téléphone, sur un supercalculateur qui tourne au CERN ou je ne sais quoi. On a toute une gamme en fait d'architectures vers lesquelles on peut faire fonctionner Debian. On a aussi différents noyaux qui utilisent toute l'infrastructure de packaging de Debian. Donc on a la possibilité de faire fonctionner Debian sur un noyau FreeBSD ou sur un noyau du projet GNU, le noyau Herd. On fait en sorte, et c'est fait partie des choses sur lesquelles Debian est une référence, d'avoir 100% de logiciels libres dans la distribution. Alors qu'est-ce qu'on entend par 100% de logiciels libres? C'est faire en sorte que les logiciels qui sont distribués au sein de Debian sont conformes à une définition des logiciels libres, donc qui permettent l'utilisation, pour quelque raison que ce soit, la modification, la rediffusion des versions modifiées, sans contrainte sur les personnes qui vont faire ces actions. Et Debian est connu pour sa stabilité, sa robustesse et l'expertise des mainteneurs de paquets. C'est-à-dire que pour les 26 000, 30 000 paquets qui sont maintenus dans Debian, on a à peu près 2000 mainteneurs de paquets. Donc ça va faire une dizaine, une quinzaine en moyenne de paquets par mainteneur. En pratique, on a quelques séries de paquets comme des bibliothèques pour des langages de programmation, où les paquets sont tous identiques les uns avec les autres. Donc on va avoir des équipes qui maintiennent 3000, 3200, 3500 paquets qui sont tous pareils, sauf quelques exceptions. Et donc en fait, chaque mainteneur a un ensemble assez restreint de paquets et va pouvoir avoir une expérience, une habitude de travailler sur les paquets en question, et puis devenir expert dans les logiciels qui sont empaquetés. Et on a un produit qui est la version stable de la distribution. Et on arrive à avoir, même si tout est bénévole, on publie quand c'est prêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une deadline fixe à laquelle on publie une nouvelle version stable. On fait en sorte de s'assurer que le nombre de bugs qui sont dans la version de test tombe à 0 avant de publier. Alors, c'est à 0 avec une astérisque. On va s'assurer que les paquets critiques pour la distribution. Donc on a par exemple des statistiques d'utilisation des paquets. Et on considère que les paquets qui sont installés par plus de 5% de nos utilisateurs sont des paquets clés. Et donc sur ces paquets clés, on s'assure que le nombre de bugs tombe à 0 pour la publication. Et donc si on regarde l'historique, en remontant maintenant, on a 12 ans d'historique ici, on constate qu'on arrive quand même à publier une version à peu près tous les 2 ans, à plus ou moins 2 mois, sauf peut-être Wheezy qui a été un petit peu plus fastidieuse que les autres.
Voilà. Et la période pendant laquelle on bloque la migration de nouvelles versions vers la distribution de test reste à peu près constante, autour de 4-5 mois. Voilà, donc quand on publie une nouvelle version stable de Debian, on a des paquets qui ont vraiment stabilisé pendant à peu près 6 mois. Donc c'est pas si ancien que certains peuvent le dire. Donc ça c'est le produit phare de la distribution Debian, c'est notre version stable. Mais on a aussi, on fait, en plus d'être un hub entre les projets Amont et les personnes qui vont utiliser Debian, on sert aussi de hub pour le logiciel libre en général. Les standards qui sont mis dans la création de paquets Debian font que les individus qui utilisent Debian font aussi de la place pour d'autres projets logiciels, d'autres distributions qui vont elles aussi se baser sur Debian et avoir elles-mêmes leurs utilisateurs. Donc en fait, ce que ces distributions vont faire, c'est prendre la base des paquets Debian, puis les remixer un peu, les modifier pour, par exemple, avoir des versions un peu plus à jour des logiciels, pour avoir, par exemple, Ubuntu a très longtemps se différenciait de Debian par son interface utilisateur, qui était développée spécifiquement par la société Canonical, pour essayer de faire la convergence entre les différents modes d'utilisation de Linux. On a des remixes qui sont faits pour les enfants, par exemple. Doudou Linux, c'est une distribution qui est basée sur Debian, avec une interface d'utilisation très très simple, qu'on peut mettre entre les mains d'un enfant de 5 à 10 ans, où il peut utiliser l'ordinateur en autonomie, ou avec ses parents, etc. Et on est même à un point où nos distributions dérivées ont elles-mêmes des dérivés. Et donc on se retrouve avec par exemple le projet Linux Mint, qui est une distribution dérivée d'Ubuntu, qui est une distribution dérivée de Debian. Et en fait, tous les flux de retour, etc., peuvent se faire par saut de proche en proche, jusqu'à remonter au projet Amont. Et donc ça, c'est quelque chose dans Debian dont on est très fier d'avoir la reconnaissance par la communauté de la qualité technique de notre système d'empaquetage, de notre gestion des licences, etc., pour qu'il y ait tout un tas de projets tiers qui dépendent de nous et qui se fient à nous pour leur propre redistribution de logiciels. Ça, c'est vraiment... Alors, la création du projet Ubuntu a peut-être été un petit peu compliquée au début. Ça a été fait assez... ça a peut-être été mal perçu par les développeurs Debian. Aujourd'hui, on a un afflux constant de personnes qui utilisent Ubuntu et qui viennent contribuer à Debian, parce que on leur dit dans Ubuntu, si vous voulez vos paquets dans Ubuntu, il faut les faire dans Debian. Et après, ils vont redescendre gentiment, automatiquement dans Ubuntu. Donc je pense que c'est une aubaine pour le projet Debian. Voilà, donc la dérivée un peu spéciale Ubuntu, effectivement, c'est fondé par un développeur Debian qui, entre autres, a fait du tourisme dans l'espace et d'autres choses. En 2004, quelques millions d'utilisateurs, quelques dizaines de dérivées elles-mêmes. Donc c'est une grosse machine à amener des gens vers le logiciel libre. Et cette grosse machine à amener des gens vers le logiciel libre, elle est basée sur Debian. La société Canonical salarie des contributeurs à Debian pour travailler sur des logiciels dans Debian. C'est une entreprise qui maintenant fait de bonnes choses pour la communauté, entre autres. Et donc, si on regarde un peu d'un point de vue statistique, les paquets Ubuntu, c'est des statistiques qui sont plus très fraîches, mais la tendance est assez claire. Donc en fait, ça c'est des statistiques en pourcentage de paquets qui viennent de soit dans Ubuntu de Debian. Donc on a à peu près 3/4, 4/5 des paquets qui sont dans Ubuntu qui viennent de Debian sans aucune modification. Donc directement de Debian, pouf, ça tombe dans Ubuntu. On a à peu près entre 10-15% des paquets d'Ubuntu
qui sont des paquets Debian sur lesquels on ajoute, enfin sur lesquels le projet Ubuntu ajoute des modifications. Notamment, c'est des paquets assez centraux de la distribution comme le noyau, les serveurs web, et une partie en fait des logiciels dont la société Canonical fait le support commercial avec Ubuntu, où là, ils vont mettre des modifications par rapport au projet Debian. Et puis, il y a quelques logiciels, 5-10%, qui viennent directement de projets amont. Et en fait, la plupart de ces logiciels aujourd'hui sont des logiciels qui sont développés spécifiquement par la société Canonical pour Ubuntu, pour différencier Ubuntu du reste du reste de l'univers du logiciel libre. Voilà, donc ça c'est un peu un aperçu de haut niveau de comment on voit le projet Debian dans l'écosystème du logiciel libre. Alors maintenant, comment on fait la sauce? On a des milliers de volontaires qui qui contribuent au projet. Dans ces milliers de volontaires, on a à peu près 1000 personnes qui ont un statut spécial dans la communauté, qui est le statut de développeur Debian, et qui donne en fait un droit de vote et un pouvoir de décision sur la direction du projet. C'est un projet qui est fait de manière très horizontale, où en fait on va avoir une organisation un peu autogérée en équipe, avec des équipes dans différents thèmes qu'on va pouvoir différencier ici. On a des équipes thématiques pour l'empaquetage. Donc c'est des équipes qui vont prendre un ensemble de projets amont et qui vont en faire un ensemble cohérent. Par exemple, on a des équipes spécifiques aux bibliothèques pour les langages de programmation. On a une équipe Python, on a une équipe Perl, on a une équipe Go, une équipe JavaScript, etc., etc. Donc toutes ces équipes-là vont avoir un ensemble de paquets qui vont être maintenus ensemble avec des outils communs qui vont permettre de ne pas se répéter quand on sait que pour compiler 72 000 paquets JavaScript, il faut taper npm build. Et on va avoir un petit outil qui sait faire ça tout seul. Et puis après, on va lui dire c'est le paquet qui s'appelle d'une manière ou d'une autre. Et on va automatiquement avoir le même packaging pour tout un tas de bibliothèques. Pareil, on a des projets amont qui sont décomposés en plein de morceaux, par exemple les environnements de bureau comme GNOME, KDE, etc. Il y a plein de petits composants qu'il faut impacter les uns après les autres. Donc on a des équipes spécifiques qui sont spécialistes de leur environnement de bureau et qui vont faire le packaging en question. Pareil, on a des équipes d'intérêt sur, par exemple, les logiciels scientifiques, sur la biochimie, je pense à ça, et sur tout un tas de... on a des équipes de packaging sur le... comment dire on a plein d'intérêts, de groupes d'intérêt qui vont maintenir des paquets qui intéressent les mêmes communautés ensemble. Alors, voilà, par exemple, une équipe d'astronomie, une équipe qui gère les paquets autour de l'astronomie, etc., etc. Pour l'infrastructure et pour faire en sorte que tous ces paquets ils collent ensemble et ils fonctionnent les uns avec les autres, on a aussi des équipes fonctionnelles. C'est des équipes qui vont essayer d'orchestrer le travail des équipes d'empaquetage. Donc, par exemple, on a une équipe qui gère la stabilisation et la publication des versions stables tous les 2 ans. Donc il y a quelques personnes qui vont faire la revue qui vont s'assurer que à un moment on publie un ensemble cohérent de paquets avec pas trop de bugs, voilà, pour le dire clairement. Et donc ils ont tout un tas d'outils qui permettent de s'assurer que les paquets vont être mis dans la distribution de test quand leur nombre de bugs diminue, qui vont pouvoir bloquer la migration de certains paquets en attendant que des ensembles cohérents puissent migrer ensemble. Par exemple, quand on met à jour une bibliothèque, il faut s'assurer que tous les logiciels qui dépendent de la bibliothèque sont bien compatibles avec la nouvelle version, et on va
tout prendre ensemble pour en faire un ensemble cohérent dans la distribution qu'on publie. Il y a une équipe qui gère l'installateur. L'installateur, c'est ce qui permet d'avoir une clé USB et sur un ordinateur tout neuf, de mettre Debian dessus. Donc après, je dis équipe. Ça peut être des équipes avec 1-2 personnes, ça peut être des équipes avec 20 personnes. Mais ça reste toujours développé de manière ouverte. Et on est souvent content d'accueillir de nouveaux contributeurs pour aider les équipes en question. Toute cette distribution, elle repose sur une infrastructure. Il y a des machines derrière qui font que les octets passent d'un tuyau à l'autre. Et donc on a une équipe d'administration de système qui va gérer toutes les machines qui finissent par debian.org. C'est peut-être entre 100 et 200 ordinateurs, machines virtuelles qui sont gérées pour l'infrastructure du projet. L'équipe qui gère l'archive des paquets. Donc ça, c'est les paquets, on les met pas juste, on les jette pas par-dessus un mur et puis ils arrivent aux utilisateurs. Il y a un serveur FTP qui est mis à jour de manière cohérente pour que les gens puissent télécharger les paquets. Il y a des démons de construction qui vont permettre le mainteneur envoie un paquet source, et puis il y a des machines qui vont construire les paquets. Des miroirs, de l'assurance qualité. Alors l'assurance qualité, c'est faire des tests d'intégration dans nos paquets. Par exemple, s'assurer qu'un paquet va pouvoir s'installer, se mettre à jour, se supprimer sans laisser de traces sur le système. Donc ça, on a on a pas mal de gens qui travaillent pour faire en sorte que nos paquets restent propres et continuent à fonctionner ensemble les uns avec les autres. On a une équipe qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'occupe de construction reproductible. Donc où là, on va s'assurer qu'on peut vérifier indépendamment que les paquets que l'on construit sont construits de manière identique à chaque fois qu'on les reconstruit. Donc on va s'assurer de la fiabilité de l'infrastructure de construction et s'assurer qu'il n'y a pas des portes dérobées qui sont introduites de manière, de manière subtile dans l'infrastructure de la distribution. Et enfin, et c'est pas la moindre des tâches, on a des gens qui s'occupent de la documentation, de la communication et du support aux personnes qui utilisent la distribution. On a une équipe qui fait on a des attachés de presse, on va dire ça comme ça, qui font la communication publique du projet. Une grosse équipe qui fait de la documentation et qui aussi s'assure, c'est un oubli que je regrette beaucoup, on a une grosse équipe et on a un énorme travail de traduction et de localisation des logiciels. Donc l'intégralité des logiciels qui sont développés spécifiquement pour Debian vont être traduits dans beaucoup de langues. Et donc on a plein de bénévoles qui sont des experts dans leur langue maternelle, par définition, qui vont contribuer des traductions et de la localisation pour les logiciels. Et ça, c'est critique pour que tout le monde puisse utiliser les logiciels. Si on ne comprend pas ce que l'ordinateur nous raconte, on ne peut pas l'utiliser. Voilà, et puis après, il y a des choses de vraiment support tout bas niveau, comme de la comptabilité, de la gestion d'événements, de l'enregistrement vidéo, etc., etc. Et ces gens-là, tous les gens qui font partie des équipes diverses et variées du projet, sont des experts dans leur domaine. Alors, ils ne naissent pas experts dans leur domaine, c'est à force de travailler sur leur paquet, à force de travailler avec des utilisateurs, travailler avec des projets amont, etc. Ils gagnent une expérience qui en fait vraiment des experts de leur domaine. Et ça, on le voit, on a beaucoup de bénévoles qui commencent à utiliser Debian parce qu'ils trouvent que la philosophie est intéressante, et puis ils commencent à contribuer sur des petites tâches plus ou moins simples, etc. Et puis petit à petit, on va de fil en aiguille aller se retrouver à faire des choses qui sortent un peu de notre zone de confort, jusqu'à un peu se faire sa place dans le projet.
Et puis, on gagne en expérience et on a pas mal de gens dans le projet qui se retrouvent soit à devenir consultants et à vendre leurs services à des entreprises ou à des administrations, soit être recrutés pour travailler sur Debian au sein de sociétés de services, etc., etc. C'est une organisation qui est indépendante. On n'a pas une grosse entité qui vient financer la distribution. C'est un projet qui est distribué. On a des développeurs qui sont un peu répartis partout dans le monde, moins en Afrique, mais on y travaille. Donc toute l'infrastructure est distribuée. Donc les personnes qui sont derrière le projet sont distribuées un peu partout dans le monde. L'infrastructure est distribuée, c'est-à-dire qu'on a quelques gros hébergeurs, gros pour Debian, qui ne sont pas forcément des gros hébergeurs de manière générale, qui nous proposent de l'aide pour héberger notre infrastructure. Donc l'Université de Colombie-Britannique, Bytemark, le réseau académique de Grèce, etc., qui sont des gens qui viennent nous héberger des services. Les services qui sont des services à la communauté Debian sont assez faiblement interdépendants, c'est-à-dire que c'est assez simple de venir, si on a une idée de quelque chose à faire au-dessus de Debian, on va avoir des facilités pour créer un nouveau service et le fournir à la communauté. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tous les services aient des formats d'échange qui puissent parler les uns avec les autres. Et donc on a toute une ribambelle de services qui sont assez faiblement couplés. Et on est à un point où même notre gestion financière est distribuée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une association Debian qui gère l'intégralité des biens de la communauté. On a plusieurs organisations de confiance qui sont distribuées un peu partout dans le monde. Il y en a une aux États-Unis, 2 en Allemagne, une en France, une en Suisse. Et donc chacune de ces organisations gère une partie du budget et des biens du projet Debian. Donc, comme je disais, aucune entreprise n'a d'influence majeure sur la distribution et on est très très attentif à ça. Donc en fait, Debian se construit autour de quelques documents qui sont fondateurs et qui un peu formalisent formalise la philosophie du projet et son fonctionnement. Le document qui est vraiment un document clé c'est le contrat social Debian, qui est en fait le contrat qui est passé entre le projet Debian et ses contributeurs, la communauté du logiciel libre et les utilisateurs de Debian. Il y a 3 parties au contrat social. Et donc dans le contrat social, on affirme et on s'impose de ne distribuer que des logiciels libres. On s'impose de rendre à la communauté du logiciel libre ce qu'elle nous apporte. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder nos modifications pour nous, on va faire du mieux qu'on peut pour repartager les modifications que l'on apporte au logiciel que l'on met dans la distribution. Tout ça dans un processus de développement ouvert. Alors ouvert du plus que l'on peut. On ne va pas discuter de problèmes interpersonnels sur une liste de discussion publique. On est tout à fait honnête sur le fait qu'on a une liste de discussion privée pour parler de ce genre de choses. Mais la liste de diffusion privée, c'est 3 mails par jour, en comparaison de milliers de mails par jour sur les listes de diffusion publiques. On ne va pas cacher nos problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un bug, on le rapporte, il est de manière publique dans notre système de suivi des bugs. On discute de comment corriger le bug, c'est sur une liste de diffusion par exemple des mainteneurs, ou c'est dans une archive sur le système de suivi des bugs, etc. etc., etc. On se demande comment gérer les dons en Bitcoin, on le fait sur une liste de diffusion publique. On se demande comment mettre à jour le code de conduite
pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans les événements qui sont organisés par le projet, on le fait sur une liste de discussion publique. Ce qui a un coût, forcément, parce que ça permet à n'importe qui de venir donner son avis, ce qui est la plupart du temps une bonne chose, des fois un peu difficile, mais on gère comme on peut. Et on fait en sorte que on lave notre linge sale en public. Voilà. Et la dernière chose, le dernier point du contrat social, c'est que le projet il a deux priorités qui sont parallèles, qui sont les utilisateurs du projet et la communauté du logiciel libre. Il n'y a pas de hiérarchisation entre les deux. C'est-à-dire qu'on va pas... si on fait un compromis entre la liberté et la facilité d'utilisation, on va le faire en conscience. Par exemple, on a une partie de notre archive de paquets qui redistribue des logiciels qui ne sont pas libres. Bah oui, parce qu'on a des utilisateurs qui ont absolument besoin de, par exemple, micro-logiciels qui ne sont pas libres pour faire fonctionner leur carte Wi-Fi ou leur carte graphique. Bon, et on travaille pour faire en sorte que ces composants-là ils soient libérés. Mais en attendant, on a dans notre archive, alors c'est pas officiellement le système Debian, c'est un peu à part, mais c'est quand même facile d'accès, une section de l'archive qui permet aux utilisateurs d'utiliser des logiciels non libres pour pouvoir faire fonctionner leur machine. Et le deuxième document fondateur et critique pour la compréhension du projet, c'est la Constitution. La Constitution, c'est la formalisation de notre organisation, quelles sont les instances de décision du projet, quelles sont les personnes clés qui vont pouvoir par exemple mettre fin à une dispute, etc. Et en fait, on a un équilibre qui est assez subtil entre la démocratie, où on va pouvoir prendre des votes sur des questions qu'on se pose en tant que projet, et la duocratie ou la méritocratie, c'est vraiment donner le pouvoir aux gens qui font des choses. On ne va pas mettre des bâtons dans les roues des gens qui veulent faire quelque chose. Et on ne va pas permettre aux gens, aux personnes bénévoles du projet, de dire non, il ne faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses de telle autre manière. On a des standards sur le packaging, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas installer par exemple des binaires, on ne peut pas les installer n'importe où. Mais on n'a pas on ne peut pas imposer à des bénévoles de faire quelque chose. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Et si on veut que la chose soit faite, il faut que quelqu'un d'autre soit volontaire pour le faire. On ne peut pas imposer à quelqu'un de faire quelque chose. La structure, elle est à 99,9% horizontale, dans le sens où on a 3 instances spécifiques qui sont dans le projet, mais la plupart des décisions sont prises au niveau des gens qui font les choses. La réputation des gens dans le projet, elle vient du travail qui est fait dans le projet, elle ne vient pas de la légende de la personne qui arrive sur le projet et qui va nous sauver. C'est ok, vous avez quelque chose à faire, montrez-nous comment ça marche. Et puis, si on est content avec ce que ça fait, on va l'intégrer au projet et faire en sorte que ce soit distribué. On n'a pas de dictateur bienveillant qui vient diriger le projet. On n'a pas d'oligarchie, on ne paye pas pour avoir le pouvoir dans Debian. On n'a pas de décision imposée, et ça c'est un point clé. Tout le monde est bénévole. Et si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Voilà, on ne peut pas imposer à quelqu'un de faire quelque chose. Et donc il y a trois structures spécifiques, 3 personnes spéciales dans le projet, qui sont le comité technique, le secrétaire et le chef du projet, dont je parle immédiatement. Pas comme ça. Comme ça. Le chef du projet, c'est le facilitateur. Donc c'est pas une personne qui dit
toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. C'est plutôt une personne qui va avoir une fonction d'animation, de médiation, qui va proposer une vision globale au projet. Donc on va, le chef du projet est élu est élu tous les ans. Et tous les ans, on a une discussion un peu sur quelle est la vision que le chef du projet voudrait faire suivre à Debian. Pour autant, si les développeurs ne sont pas d'accord, eh ben, c'est des développeurs qui vont faire les choses. Et donc, le chef du projet n'a pas vraiment de... comment dire, il n'a pas un pouvoir d'imposition sur le travail des développeurs. Accessoirement, le chef du projet a le contrôle des finances du projet. C'est-à-dire que c'est le chef du projet qui décide si une dépense est faite ou pas. Il y a aussi une vague question de responsabilité légale, mais qui n'a jamais vraiment été engagée. Le secrétaire du projet, c'est une personne qui interprète la Constitution. Quand il y a une discussion sur est-ce que la procédure qui a été suivie pour prendre une décision est correcte, c'est le secrétaire qui va pouvoir faire cette interprétation et dire si oui ou non la décision a été prise dans les règles. Le secrétaire s'occupe aussi des opérations de vote. Régulièrement, notamment pour l'élection du chef du projet, le corps des développeurs va faire un vote et c'est le secrétaire qui est garant de la tenue du système d'élection et du bon déroulement des opérations. Et le comité technique, là c'est un conseil des sages, on va dire, qui va, quand il y a une dispute technique entre développeurs, donc par exemple, des développeurs ne sont pas d'accord sur l'interface qui doit être faite entre, qui doit exister entre les paquets qui gèrent des services qui doivent se lancer au démarrage et le gestionnaire de démarrage. C'est le comité technique qui va trancher après avoir essayé de chercher un consensus au sein du corps des développeurs. Si on n'arrive pas à un consensus, ben on a cette instance d'avant-dernier recours pour prendre la décision. Sachant que, à la toute fin, si tout échoue et si même les développeurs ne sont pas contents de la décision du comité technique, on a la possibilité de faire un vote, de prendre une résolution entre développeurs pour prendre une décision sur une question. Il arrive aussi qu'on décide de ne pas décider. Comment on fait pour rentrer dans ce truc bizarre qui est Debian? Parce qu'on voit que c'est un peu un joyeux bazar où tout le monde apporte un peu sa petite pierre et puis au bout d'un moment on se rend compte que ça fait une montagne qui tient à peu près. Debian, on a besoin de gens pour faire vivre le projet. Et c'est une remarque récurrente qu'on a parmi les développeurs, on en discutait encore hier soir. Si vous avez quelque chose si vous avez envie de faire quelque chose, on a toujours des choses sympas à faire. Il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes à faire, même s'il y avait 48 heures dans les journées, on manquerait toujours pas de choses intéressantes à faire entre nous. Alors, c'est vrai, ça on en est conscient, c'est assez difficile à appréhender. C'est difficile de trouver un point d'entrée dans le projet pour venir contribuer. Et c'est l'occasion rêvée, quoi. Il y a plein de gens qui sont déjà contributeurs au projet, qui sont ici dans la salle, qui sont accessibles après aussi par IRC ou par mail, etc. Et donc il ne faut pas hésiter. Juste quelques petites astuces pour commencer. La première chose qui est intéressante à faire, c'est de l'utiliser, tout
tout simplement parce que quand on utilise la distribution, on se confronte à des bugs, et quand on se confronte à des bugs, on peut les rapporter. Et la première étape pour corriger un problème, c'est d'avoir une description du problème. Donc ça déjà, c'est une contribution à Debian. Ensuite, on peut aussi, si on a l'habitude de travailler avec certains logiciels et qu'on pense qu'on peut aider à contribuer dessus, on peut s'abonner aux modifications qu'il y a sur le paquet. On peut s'abonner aux notifications, par exemple, pour les rapports de bugs. Et ça permet de faire de l'entraide entre les gens qui utilisent le paquet. Et puis, il y a quelques listes de diffusion qui permettent de s'informer un peu sur des modifications plus larges du projet. On a une liste d'annonces pour les développeurs qui est en anglais. Et on a aussi une liste d'annonces plus générales où les gens, donc, il y a des attachés de presse qui vont qui vont collecter des nouvelles qui sont intéressantes pour la communauté régulièrement. Et on a l'équipe de traduction française qui va les traduire en français et les publier sur une liste de diffusion en français. Donc on a la possibilité de contribuer, même si on n'est pas à l'aise en anglais, il n'y a aucun souci. On a des choses à vous faire faire. Et puis, rejoindre la communauté locale, c'est venir à des mini-DevConf, ça marche bien apparemment. C'est participer à des meet-up, des rencontres entre utilisateurs, développeurs. C'est parler du projet, etc., etc. Sur des tâches techniques comme la maintenance de paquets, on a quelques petits outils qui permettent un peu de mettre le pied dans le petit bain. Le How can I help? Donc ça, c'est un paquet qui a été créé et qui permet de lister, quand on a un ordinateur qui tourne sous Debian, How can I help? À chaque fois qu'on va faire les mises à jour, va aller chercher sur le système de suivi de bugs les logiciels qui sont en manque d'amour et qui va dire, voilà, vous utilisez tel logiciel, le mainteneur du logiciel a dit qu'il avait besoin d'aide pour telle ou telle raison. Et vous pouvez aller suivre un peu, dérouler le fil et puis voir si vous pouvez venir donner un coup de main. Et il y a aussi des tâches qui sont où les mainteneurs ont marqué qu'elles sont ouvertes aux nouveaux contributeurs. C'est des tâches qui ne sont pas difficiles, qui permettent de se mettre le pied à l'étrier, et où les mainteneurs sont volontaires pour venir vous coacher et faire en sorte que vous puissiez faire votre première contribution. Il y a tout un tas d'équipes qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si vous êtes spécialiste des logiciels scientifiques, par exemple, l'équipe Debian Science sera ravie de venir vous montrer ce sur quoi ils ont besoin d'aide, etc., etc. Donc il y a sur le wiki de Debian, wiki.debian.org/teams, c'est la liste à peu près complète de toutes les équipes qui font soit du packaging, soit de l'infrastructure, et bien sûr, dans la limite des bénévoles disponibles, vont pouvoir vous aider, vous coacher, vous mentorer. Et pour apprendre à maintenir des paquets, outre des événements qu'on fait plus ou moins régulièrement pour faire des introductions au packaging, on a un tutoriel de packaging qui est dans un paquet à l'intérieur de la distribution. Donc vous pouvez l'installer sur votre machine et vous pouvez le lire, il est en français, il est pas à pas. Et si vous avez des questions, il y a des listes de diffusion qui sont là avec des gens qui seront prêts à vous aider. Et on sera très content on est super heureux d'avoir de nouveaux gens qui sont intéressés pour contribuer. Alors bien sûr, il n'y a pas que du packaging. Vraiment, toutes les bonnes âmes sont prêtes, sont bonnes à prendre. Faut juste pas avoir peur de contacter des gens. Et si vous avez peur de contacter des gens, vous pouvez contacter des gens qui n'ont pas peur de contacter des gens pour vous et qui peuvent faire intermédiaire. Moi, je suis ravi de vous pointer dans la bonne direction. On a une équipe qui s'appelle la Debian Welcome Team qui est là pour accueillir et diriger les nouveaux contributeurs. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir été intronisé dans la secte de Debian pour commencer à contribuer.
on ne peut pas être intronisé dans la secte de Debian avant d'avoir commencé à contribuer. Donc il faut contribuer d'abord et après on vous garde et on vous lâche plus. Vous êtes à nous, vous ne pouvez plus rien faire. Non, c'est pas vrai, on est très gentil quand les gens veulent partir parce qu'on est trop chiant aussi. Il n'y a pas de mal, voilà. Mais vous pouvez, la première contribution, elle se fait sans aucun droit et on est ravis de vous accueillir. Merci. Alors, s'il y a des questions, on a un micro, parce que moi je suis enregistré, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui m'enregistre et qui m'écoute. Donc, si... Oui, Frédéric Léobé, ça marche? Ouais, ça marche. C'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque par rapport à l'appel à contribution. Moi je suis utilisateur de Debian depuis 1999 et j'ai essayé depuis 18 ans d'amener pas mal de gens à Debian. Et je pense que, c'est mon avis, je peux me tromper, mais le frein essentiel à Debian pour des nouveaux contributeurs, c'est la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, en 2017, il est nécessaire de faire des signalements d'anomalies en anglais. Et je pense que la barrière qui tomberait et qui permettrait d'acquérir un public beaucoup plus large, ce serait dans DebBugs de pouvoir faire les signalements d'anomalies dans la langue maternelle de chacun des potentiels contributeurs. Alors ça peut paraître absolument ébouriffant comme espoir, et en fait ça me paraît pas du tout inaccessible. C'est-à-dire, je pense que s'il y a des équipes de traduction, il y aurait aussi des équipes de traduction des signalements d'anomalies. Et ça débloquerait un énorme verrou pour beaucoup de gens pour lequel l'anglais est un obstacle. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui,